toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Éclairage qui est une plateforme de décryptage de l'actualité nationale et essentiellement d'ailleurs internationale au travers des enjeux. On reçoit comme d'habitude Gabriel Ballon. Bonjour Gabriel Ballon. Bonjour. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Ça fait pratiquement jour pour jour, 20 jours, 3 semaines que Donald Trump est locataire aujourd'hui officiel à la Maison Blanche. Est-ce que le monde a changé? Est-ce que le monde tremble? Est-ce que la communauté musulmane à travers le monde est la cible de Donald Trump? Est-ce que les marchés financiers réagissent positivement ou négativement à l'intronisation de Donald Trump et ses premières prises de fonction? Alors, le monde ne tremble pas, mais on peut dire qu'en 20 jours, le monde a changé. Il a changé pour différentes raisons. En fin de compte, Trump fait ce qu'il a annoncé pendant sa campagne électorale. On ne peut pas dire qu'on est surpris, mais on ne s'attendait pas à ce qu'un homme politique, il bouscule toutes les règles. Les hommes politiques ont toujours considéré que leurs promesses électorales n'engagent que ceux qui les reçoivent. Eh bien, lui se sent engagé et il le fait. Alors, il a bousculé l'ordre établi, il gouverne actuellement par décret et les décrets se multiplient. Il gouverne par décret et il communique par Twitter. Oui, il communique par Twitter puisqu'il est en guerre contre les médias. Il considère qu'il veut parler au peuple par-dessus les médias parce qu'il considère que les médias transforment ce qu'il déclare et qu'il préfère s'adresser directement. Cela me rappelle quelqu'un d'autre dans le temps, c'était le général de Gaulle, qui parlait au peuple par-dessus les partis politiques, considérant que les partis politiques transforment les messages. Alors, ici, c'est contre les médias. Contre les médias, ça va être assez difficile en Amérique. Ceci dit, il risque, d'après ce qu'on voit, d'être un très bon président pour les Américains et une catastrophe pour le reste du monde. Vous dites ça malgré le fait qu'il y a des mobilisations citoyennes aux États-Unis, Écoutez, de femmes et d'hommes qui dénoncent sa politique. Oui, n'oublions pas qu'il y a 300 millions d'habitants en Amérique, à peu près. Et quelques milliers dans la rue. Donc et que quand il y a 10 000, 15 000 personnes dans la rue, je veux bien. Mais prenez par exemple, il y a des manifestations contre l'interdiction des voyageurs venant d'un certain nombre de pays. Des 7 pays d'ailleurs qui sont de confession musulmane. Oui, et je regrette. Le texte ne parle pas de la religion. Il dit les pays à problème. Les pays qui sont menacés ou qui menacent de terrorisme, dont l'identité dont il a identifié 7 pays. Exactement, mais à aucun moment dans son arrêté, dans son décret, on ne parle de la religion. C'est pour cela que il faut... Moi, je ne suis pas... Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie dans le décret de Donald Trump de filtrer l'accès du territoire américain à des personnes en provenance de pays où la confession musulmane et l'islam est majoritaire? Alors, je veux bien vous suivre là. Mais à ce moment-là, il devrait interdire les pays d'Afrique du Nord, les pays du Golfe, le Pakistan, l'Indonésie. Il y a beaucoup de pays qu'il faudrait ajouter si c'est les musulmans qui sont visés. Et ce n'est pas ça. Donc pour vous, son ce raisonnement, ne vise pas les musulmans. Il ne faut pas, justement, il y en a qui ont envie de porter la contestation sur discrimination religieuse. Moi, je regarde les choses froidement et je dis, j'ai lu le décret et on ne parle pas de religion, on parle de pays à problème. Alors, par contre, je ne crois pas du tout
que cette décision améliore la sécurité des États-Unis. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis désolé. Par contre, elle illustre un problème qu'il va avoir auquel il doit se confronter, c'est l'administration américaine. Qui réagit. Ou qui ne réagit pas. Je m'explique. Vous savez, normalement, dans le système américain, à chaque changement de président de parti, bien entendu, il y a à peu près 250 000 personnes qui sont concernées et qui sautent. D'accord. Mais ça prend du temps. Ça prend 100 jours, ça prend 200 jours, ça prend une année avant que l'administration du nouvel arrivant s'installe. Aujourd'hui, on est loin de cela. D'ailleurs, le Sénat traîne les pattes pour confirmer les nominés. On vient de confirmer le procureur général du pays. Bon, c'est petit à petit. On ne peut pas dire que l'administration Trump s'installe à toute vitesse. Ce n'est pas vrai. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que lorsqu'il a établi son décret, une administration normale lui serait intervenue et lui aurait dit, Président, attention, avez-vous pensé qu'il y a les green cards, c'est-à-dire les cartes résidents permanents, les détenteurs de cette carte. Il y a ceux qui ont un visa régulier. Il y a ceux qui sont dans l'avion actuellement, qui arrivent. Il y a les étudiants qui font des Oui. Alors, est-ce qu'il faudrait rédiger ça en modulant, en disant c'est applicable à partir d'aujourd'hui, pas sur ceux qui atterrissent maintenant. Ça a été rectifié, ça, les green cards. Oui, les green cards ne sont pas concernés, mais ceux qui ont des visas, qui ont fait l'objet d'enquêtes, etc., et à qui on a accordé un visa. Donc, l'administration l'a laissé faire et n'est pas intervenue en attirant son attention sur l'application de son décret. Pour vous, quelle est la réelle motivation de Donald Trump de mettre des filtres et des paravents sur l'accès au territoire pour une catégorie de population? Quelle est la réelle motivation? Est-ce que c'est du populisme? Est-ce que c'est effectivement pour se dire, en prenant cette décision, je vais faire plaisir à mon corps électoral? Donc du coup, encore au bout de 20 jours, il est en train d'envoyer des messages qu'à son corps électoral. Non, ce qui frappe dans son action depuis qu'il est président, c'est qu'il donne l'air d'être toujours en campagne électorale. Voilà. Alors, je ne crois pas qu'il pense que c'est la solution pour sécuriser le pays, mais il l'a dit, il veut le faire et c'est vis-à-vis de ceux qui ont voté pour lui. Ce qui s'est produit récemment à Paris, où cette personne d'origine égyptienne, âgée d'une trentaine d'années, qui venait d'arriver en France, là c'était fin janvier, et qui a commis cet acte, enfin en tout cas il s'en est pris à la police et au corps sécuritaire français en pleine capitale, française à Paris. On a vu tout de suite en fait Donald Trump tweeter aussi en disant regardez, donc attirer l'attention d'eux. C'est peut-être pour ça aussi que moi j'ai pris cette décision de sécuriser l'accès aux frontières américaines. Oui, sûrement, il va sauter sur toutes les occasions, mais honnêtement, je ne suis pas convaincu du tout que cette mesure contribue à la sécurité. Ceci dit, il y a beaucoup de manifestations contre, oui, mais il y a eu un sondage qui donne 57% des Américains sont d'accord. Avec ce décret. Avec cette décision. On avait les contre-pouvoirs, la Cour suprême qui pourrait être saisie. Est-ce que du coup, il aurait un rétropédalage de cette loi, une suspension de ce décret? Pardon, il y a un procureur de Seattle, qui a ordonné la suspension de l'application du décret. Et aujourd'hui, dans la Cour de Los Angeles, la Cour suprême de Los Angeles, la Cour d'appel de Los Angeles, il a été plaidé de part et d'autre et on doit statuer dans les jours qui viennent. Mais ça pose des questions fondamentales pour les Américains.
est-ce qu'un juge a les éléments nécessaires sur la sécurité du pays, sur l'information nécessaire pour assurer la sécurité du pays, pour pouvoir s'élever contre une décision du président. Deuxièmement, je m'excuse, je voudrais terminer. Deuxièmement, est-ce qu'un juge peut aller contre les décisions d'un président élu par les Américains? Est-ce que là, on est sur la question de la sécurité, de la dimension sécuritaire, ou on est simplement sur d'ailleurs sur le rôle, à mon avis, enfin à mon sens, de la justice, de faire respecter le droit Alors, j'y viens. Aux États-Unis et le droit international. Oui, tout à fait. Et deuxièmement, est-ce qu'un juge peut censurer un président? Parce que, normalement, la procédure existe. C'est le Sénat et le Congrès qui peuvent censurer le président, qui peuvent dire « nous nous élevons quand ce décret est… » Ils l'ont fait pour Obama. Ils sont élevés contre un décret qu'ils ont bloqué. Donc, c'est cela la vraie procédure démocratique, pas un juge qui se déclare, il devient un juge politique. Alors ça, c'est un danger majeur. Mais là, c'est une décision politique qui a un impact sur le terrain, sur la vie des individus, sur la vie en société, au oui, travers du respect du droit et de la loi. Mais oui, mais il y a des députés qui ont été élus pour présenter les intérêts des citoyens qui siègent et c'est leur rôle de censurer un président. Ça s'est fait plusieurs fois. Donc là, ils peuvent même dégommer le président. Ça veut dire quoi, Gabriel Banon? Ça veut dire que là, Donald Trump, président élu, président des États-Unis, première puissance mondiale, se retrouve face à des contre-pouvoirs judiciaires au travers de la justice, qui, au travers d'une prise de décision du président, considère que peut-être que cette décision va à l'encontre de la loi et des droits américains. On se sert que c'est une loi discriminatoire. C'est faux. Elle ne discrimine pas en fonction de la couleur de peau, de la religion, de l'ethnie, pas du tout. Le décret dit des pays à problème, les voyageurs n'auront pas accès au pays. Il ne discrimine pas. Si c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'était une discrimination religieuse, ben, il faudrait qu'il interdise un paquet de pays, commencer par l'Arabie Saoudite. C'est là le… Pour finir, parce que malheureusement on est pris par le temps, quand un pays ou un territoire décide d'interdire le port du voile, par exemple, est-ce qu'on ne sait pas que par ricochet, c'est qu'on vise la population et la communauté musulmane? Mais on ne la cite jamais. Oui, vous savez, ça a été l'objet de plusieurs débats. Oui. On peut le prendre sous différents aspects. Est-ce que vraiment le voile est une recommandation religieuse? Alors, les musulmans et les oulémas sont partagés là-dessus. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, je sais qu'une chose, c'est que Sa Majesté Mohammed V avait ordonné à ses filles, avec la Laïcha en tête, de se dévoiler publiquement, et ça s'est passé à Tanger, et à Tanger, la Laïcha a fait un discours dont tout le monde se rappelle, enfin de ma génération se rappelle encore, où il disait « c'est la liberté de la femme et que ceci n'est pas un acte religieux ». Donc, moi, je ne voudrais pas qu'on ouvre ce sujet, ou alors on le fait dans une autre émission. Quand Donald Trump, lui, interdit l'accès au territoire à des ressortissants de 7 pays, et que nous, quasiment dans le même temps, dans la roue un petit peu, on décide d'interdire la commercialisation de la burqa. De la burqa, c'est ça. Est-ce qu'on envoie un message à Washington? Non, ça n'a rien à voir. Non. Là, vraiment, on cherche midi à 14h. Très bien. En tout cas, merci à vous. Je vous en prie. Gabriel Banon, expert en géopolitique, pour cet éclairage aussi sur ce décret qui a été pris donc, par Donald Trump, discriminatoire, pas discriminatoire, est-ce qu'il est dans son droit ou pas, en tout cas dans les… Mais nous aurons l'occasion de revenir parce qu'il y aura encore d'autres catastrophes à laquelle il faudra courir vite pour essayer de les réparer. Merci en tout cas à vous, Gabriel Banon, merci à vous,
Tout et à vous tous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous pour une prochaine émission d'éclairage, votre émission de décryptage géopolitique.